Alright guys, j'espère que vous allez bien. Yes sir, donc aujourd'hui on est parti à l'épisode 2. Donc l'échec n'existe pas, il existe mal compris. Donc vous avez juste mal compris c'est quoi l'échec, puis comment ça fonctionne. Donc sans plus tarder, on va commencer directement. Donc apprendre tes échecs, tu l'as entendu 100 fois de tes parents, de ton coach de LinkedIn, c'est la phrase numéro un. Puis tu as probablement hoché la tête en pensant ouais, c'est vrai, faut que j'apprenne de mes erreurs. Mais sauf que personne jamais t'a expliqué comment. Concrètement, mécaniquement, parce que apprendre de ses erreurs sans méthode, c'est comme dire à quelqu'un sois plus heureux sans lui donner d'outils. C'est vrai, c'est inutile et ça culpabilise plus que ça m'aide, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je vais te montrer le mécanisme exact de comment ça se passe. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, juste, by the way, voici le petit chemin qu'on est rendu dans la masterclass. Donc, épisode 2 aujourd'hui. Si tu n'as pas vu la première qui était sur le conditionnement, je t'invite à aller la regarder à la fin de cette vidéo-là. Donc, on est parti pour 19 épisodes de masterclass, de cours que j'ai eu, des formations, peu importe, que j'ai tout mis dans des vidéos. Ça me permet de pouvoir mieux l'implémenter. Donc moi j'apprends en faisant ça. Puis ben je me dis en même temps, ben, ça peut vous aider vous autres aussi si ça vous intéresse. Donc on t'a menti, apprendre tes erreurs, personne t'a dit comment. Donc tout le monde a une liste d'échecs, le projet qui a coulé, le client qui est parti, la fois où tu as eu l'air con devant tout le monde. Et tout le monde gère ça différemment. Il y en a qui s'en remettent en une semaine, il y en a qui en parlent encore 5 ans plus tard, comme si ça définissait qui ils sont. Et le problème, la croyance populaire, c'est que cette différence-là vient de la résilience. T'en as ou t'en as pas. Comme un trait de caractère. Sauf que c'est faux. La résilience, c'est un trait, c'est un pattern d'explication. Et un pattern, ça s'observe, ça se mesure et surtout, ça se change. Donc, l'importance, c'est pourquoi ça compte plus que tout le reste de ce module. Parce que si tu n'as pas réglé ta relation avec l'échec, rien de ce qu'on va voir dans les 17 autres épisodes, donc tout ce qui est la vente, le leadership, la stratégie, rien de ça va tenir. Parce que tu vas passer par l'échec, c'est sûr à 100%. Donc, suggestion de solution, tu as 3 mécanismes aujourd'hui. Un psychologique, un physique, un philosophique, qui ensemble t'expliquent exactement pourquoi certains entrepreneurs sortent plus fort de chaque échec pendant que d'autres s'effondrent au même endroit encore et encore. Donc, l'expérience de Seligman en 1960, c'est quoi ça? Tu as souvent déjà vu ça. C'est un échec et après, une espèce de mur. T'essaies une fois, ça marche pas. Un deuxième, ça marche pas. À la troisième, quelque chose en toi arrête d'essayer. Même si rien ne garantit que la quatrième tentative aurait échoué aussi. C'est ça que le psychologue Martin Seligman a fait une expérience qui va déranger toute sa profession. Il place les chiens dans 2 groupes. Le premier groupe reçoit des chocs électriques légers, mais peut les arrêter en appuyant. Mais eux autres, peuvent les arrêter en appuyant sur un levier. Le deuxième groupe reçoit exactement les mêmes chocs, mais le levier ne fait rien. Les chocs arrivent, peu importe ce que le chien fait. Plus tard, Seligman place tous les chiens dans une nouvelle cage. Une cage où ils peuvent maintenant s'échapper en sautant par-dessus une petite barrière. Les chiens du premier groupe sautent, alors que les chiens du deuxième groupe, ceux qui avaient appris que rien de ce qu'ils faisaient ne changeait de quoi que ce soit, restaient couchés à se faire électrocuter. Ils sautent même pas, alors que la sortie est juste là, à 30 cm. Mais étant donné qu'ils avaient appris que s'ils font quelque chose, ça sert à rien. Puis Seligman appelle ça l'impuissance apprise. Il y en a un autre exercice comme ça, c'était des grenouilles, je crois, ou des rats. C'est des rats dans l'eau qui, même chose, ils sortaient le rat de l'eau comme quelques secondes avant qu'il se laissait mourir dans l'eau. Puis un autre que juste, il se laissait comme mourir. Fait que par exemple, je ne sais plus c'est quoi les chiffres exactement, là, mais il y en avait un qui peut-être te fait genre 5 minutes, puis il mourait, il arrêtait. Puis l'autre, genre à 4 minutes 50, alors qu'il allait peut-être commencer à vouloir comme se laisser mourir, il se faisait prendre puis il sortait de l'eau. Après ça, tu reprends ce même rat-là, puis tu le mets dans un autre bocal d'eau, il allait nager comme 4 fois plus longtemps parce qu'il se dit qu'il y a une chance de sortir, il y a une chance de survie.
Alors que l'autre, ben, il a, pas de chance, il a comme accepté qu'il n'y a pas de chance de survie, donc il arrête plus rapidement. Donc ça, c'est l'impuissance apprise. Puis Seligman, il découvre ensuite quelque chose de plus important. Ce qui prédit si un humain ou un chien abandonne après un échec, c'est pas le nombre d'échecs, c'est l'histoire qui se raconte sur pourquoi il a échoué. Donc, le mécanisme en 3 facteurs. Donc, il identifie 3 axes sur lesquels les optimistes et les pessimistes expliquent un échec différemment et ce sont exactement les 3 mêmes axes qu'un de mes profs en cours d'entrepreneuriat a dessiné au tableau sous une forme différente. Une typologie entre 4 profils. Le taker, le giver, l'optimiste et le pessimiste. Donc, c'est pas la bonne diapo. Non, c'est pas la même diapo. Peu importe. Donc, voici comment l'optimiste recorde point par point. Donc, la durée, l'optimiste se dit ça dure le temps que ça dure, ça va passer. Le pessimiste se dit ça va être toujours de même. L'ampleur, l'optimiste limite l'impact à ce qui a vraiment été touché, puis le pessimiste généralise tout. J'ai mal à un genou, je suis plus capable de rien faire. La responsabilité circonscrite, l'optimiste se demande concrètement ce qu'il peut faire à partir de maintenant. Le pessimiste part du principe que c'est un jeu à somme nulle. Si t'as perdu, quelqu'un d'autre a gagné et il n'y a rien d'autre à faire. Puis la plupart des gens pensent je suis pas chanceux, ça m'arrive toujours à moi. Ce qui se passe réellement, c'est juste 3 micro-décisions inconscientes prises dans les secondes après l'échec qui programment soit la paralysie, soit l'action. Donc c'est juste dans ta manière d'analyser l'échec que tu as vécu. Et il y a une statistique qui accompagne ça, donnée dans le même cours, donc j'ai eu qui parlait de ça. Donc le bonheur d'une personne se décompose à peu près en 50% génétique, 25% circonstances et 25% la façon dont on reçoit les événements. Le corps le plus important de ton bonheur, c'est littéralement le mécanisme qu'on vient de voir. Pas ce qui t'arrive, comment tu le vis. Mais se dire, ça va passer après un vrai désastre, c'est pas du déni. Justement, non. C'est là que ça devient physique, pas juste psychologique. Donc, 3 questions après un échec à te poser, c'est c'est dans la durée, ça va passer, pas toujours de même. L'ampleur, limiter la situation, pas généraliser tout. Puis, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce que tu es responsable de ça. L'ampleur, c'est toi qui l'évalues, l'ampleur de l'échec, puis la durée. Est-ce que ça va durer une semaine ou ça va durer toute la vie? Les chances que ça dure toute ta vie sont extrêmement faibles. Mais c'est ça qu'on se fait croire dans notre tête. Donc, une autre expérience. Ça, c'est ici. L'apport qui t'appartient, donc 50% génétique, 25% circonstances, puis comment tu le reçois, c'est la partie à toi. Donc, Nassim Taleb, fragile, résilient, antifragile. Donc, Nassim Taleb, dans son livre Antifragile, fait une distinction qui semble évidente une fois que l'on l'a entendu, mais que personne n'articule avant lui. Il y a 3 catégories de choses à face au stress et au choc. Le fragile se brise sous la pression. Un verre qui tombe, il va se briser. Le résilient résiste au choc et reste pareil. Une roche, il est comme une roche, il va être résilient. Puis l'antifragile se renforce grâce au choc. Plus il prend, plus il devient solide. Donc toi, t'es quoi? T'es-tu un fragile, un résilient ou antifragile? Tes os sont antifragiles. Sans microfractures répétées sous l'effort, ils s'affaiblissent. C'est littéralement pour ça que les astronautes reviennent de l'espace avec une densité osseuse réduite. Donc il y a eu 0 stress, 0 renforcement. Les entreprises qui traversent une crise y survivent. Les restaurants qui ont passé à travers une récession, par exemple, ressortent structurellement plus solides que ceux qui n'ont jamais été testés. Ils ont coupé le gras, optimisé ce qui devait l'être et prouvé à eux-mêmes qu'ils peuvent encaisser. Donc, naturellement, plus que tu vis des échecs, plus que tu vis des moments difficiles, plus que tu vas te renforcer, puis ton succès va être beaucoup plus gros. Parce que tu vas être antifragile. Donc, un des intervenants que j'ai eu, qui était le maire de Québec, Bruno Marchand, qui est venu parler de leadership, qui disait grave tes victoires dans la pierre, grave tes erreurs dans le sable. Donc, pas pour ignorer tes erreurs, mais pour ne pas te définir par elles. La pierre, c'est permanent. C'est là que tu te mets ce que tu dois te construire. C'est là que tu mets ça que tu dois construire. Puis le sable, le vent l'efface. C'est là que tu te mets
ce que tu dois juste t'enseigner sans rester gravé dans ton identité. Il y en a plusieurs qui vont vivre des échecs, mais ils vont les graver comme sur eux, comme s'ils étaient des échecs. Moi aussi, pendant longtemps, c'était à l'école que j'avais de la difficulté avec la langue anglaise, de parler en anglais. Puis je vivais comme des échecs, on pourrait dire, tu sais, parce que je parlais pas bien, j'avais un gros accent, le monde riait. Puis j'ai comme pendant longtemps identifié ces échecs-là en moi. Puis c'est quand tu te retires de ça, puis t'es, hey, c'est pas moi, là, ça. Je suis pas cette identité-là de je ne suis pas bon en anglais. Grave tes erreurs dans le sable. Puis par la suite, grave tes victoires dans la pierre. Donc par la suite, tu pars en voyage, tu vas parler des mots en anglais. Ben là, grave ces victoires-là dans la pierre. Tu es capable de parler en anglais. Donc, une autre chose qu'il m'avait dit aussi, il m'a dit, ah ben ça c'est John Cotter, qui disait que 80% des transformations d'entreprise échouent. T'es la norme, pas l'exception. Donc c'est normal que t'échoues quand t'as une entreprise. C'est normal que t'échoues. Même que le monde de Québec, il disait, fais des erreurs. Pas évite les erreurs. Pas minimise les erreurs. Fais-en. Passe à l'action. Vas-y vite. Parce que c'est dans l'action, pas dans la réflexion, que l'apprentissage réel se produit. Donc, Henri Mollesson. Donc, c'est un jeune homme en 1953 qui a subi une chirurgie expérimentale pour traiter une épilepsie sévère. Donc, épilepsie, c'est quand tu shakes. Tu shakes. Donc, on lui retire une partie du cerveau appelée l'hippocampe. L'opération arrête ses crises, mais elle détruit aussi sa capacité à former de nouveaux souvenirs explicites. Donc, Henri, connu dans la littérature scientifique sous les initiales de HM, va vivre les 50 prochaines années de sa vie incapable de se souvenir de ce qu'il a fait la veille. Chaque jour, il rencontre ce médecin pour la première fois. C'est fou, ça. Mais voici ce qui va fasciner les chercheurs pendant des décennies. On lui fait pratiquer un exercice de dessin en miroir. Tracer une étoile en ne regardant que le reflet dans un miroir. Un exercice difficile, même pour un cerveau intact. Jour après jour, Henry Molaison ne se souvient jamais avoir fait l'exercice. Et pourtant, jour après jour, sa performance s'améliore. Son cerveau apprend, même si sa conscience n'en garde aucune trace. Ce que ça révèle, c'est que ça prouve qu'il y a deux mémoires séparées. La mémoire déclarative, les faits, les souvenirs inconscients, les souvenirs conscients, celle qui a été détruite par justement Mollesson, et la mémoire procédurale, les habiletés, les patterns, le comment faire qui reste intact même quand tout le reste s'effondre. Pourquoi c'est important pour toi? Ton cerveau réécrit ses connexions jusqu'à ta mort. C'est pas une métaphore de croissance personnelle, c'est une réalité biologique mesurée en laboratoire, en l'apprentissage procédural. Et l'apprentissage procédural, excusez-moi, le genre qui vient de l'action répétée, pas de l'analyse, fonctionne même quand ta mémoire consciente d'un échec te raconte une histoire négative. Concrètement, même si une partie de toi reste convaincue que ça marche jamais pour toi, une autre partie de ton cerveau, plus silencieuse, s'améliore quand même à chaque tentative. Fait que même si tu crois que tu t'améliores pas, tu t'améliores dans ta tête. Oups. Donc, c'est qu'on voit la différence entre déclarative et procédurale. Donc, déclarative, les faits, les souvenirs conscients qui étaient détruits chez cet homme-là. Procédural, les habiletés, le comment faire que tu vas t'entraîner. C'est pas si tu perds un que tu perds l'autre nécessairement. Lui, il continue à travailler la procédurale. Donc, le psychiatre David Hawkins, dans son livre Pouvoir versus Force, arrive à une conclusion similaire par un chemin différent. Ce qui nous arrive dans la vie est largement le produit de ce qu'on a posé comme action avant. Sa proposition est dure à avaler au premier abord, mais elle rejoint exactement l'homme qu'on a parlé, puis Seligman. La responsabilité de l'interprétation et de l'action qui suit t'appartient. Pas le contrôle total des événements, mais le contrôle total de ce que tu en fais ensuite. Et c'est là qu'on arrive au moment où la psychologie, la biologie et la philosophie se rencontrent dans un livre qui porte un titre qui sonne comme une blague et qui ne l'est pas du tout. Donc, dans L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Donc,
lorsque tu s'en fout, il fait un mouvement qu'on n'attend pas dans un livre de développement personnel. Il dit pas pense positif ni ignore tes échecs. Il dit l'inverse. Il dit arrête d'essayer de te foutre de tout. C'est impossible que ça t'épuise. Arrête d'essayer de t'en foutre de tout. C'est impossible et ça t'épuise. La vraie compétence, c'est de choisir consciemment les quelques échecs, les quelques opinions, les quelques combats qui méritent vraiment ta souffrance et de te laisser littéralement tout le reste s'effacer dans le sable, comme disait Bruno Marchand. Puis, ce qui est contre-intuitif et que peu de gens réalisent dans les études sur le bien-être, les gens qui pratiquent une forme de stoïcisme, accepter ce qui ne dépend pas d'eux, recadrer activement les échecs avec les 3 facteurs de Seligman, rapportent plus de joie au quotidien que les gens qui forcent une attitude positive à tout prix. Pourquoi? Parce que le déni de la difficulté demande de l'énergie constante. Le recadrage honnête, lui, libère de l'énergie au lieu d'en consommer. Donc, si où ça nous mène, ça? Donc, Seligman te dit l'échec n'a pas de sens fixe. Le sens, c'est toi qui le construis en 3 mouvements, donc durée, ampleur, responsabilité. Taleb, il te dit le système qui encaisse le choc sans se briser en ressort plus fort, pas malgré le choc, à cause de lui. Comme H.M. le disait, mais quand ta mémoire consciente raconte une histoire d'échec, une partie de toi apprend quand même, silencieusement, à chaque tentative. Manson te dit tout ça ne marche que si tu arrêtes de dépenser ton énergie à t'en foutre de tout et que tu choisis délibérément où la mettre. L'échec donc n'existe pas comme un événement objectif, il existe seulement comme interprétation. Et l'interprétation, contrairement à l'événement, est entièrement entre tes mains. Donc, l'échec, bien compris, devient un carburant. Au final, le stoïcien qui rit plus que le positivisme. Le positivisme, c'est juste de croire que tout est positif. Parce que le stoïcien, il va pas se laisser affecter par les choses à l'extérieur, il va apprendre des choses qui lui arrivent, puis évoluer. Donc, à faire cette semaine, 3 questions dans l'ordre. Quand tu vis quelque chose, à ton prochain échec, tu te demandes, c'est permanent ou ça va passer? Est-ce que ça touche vraiment tout ou juste une petite chose précise? Puis, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est quoi le prochain move que je peux faire? Un move. Tu vas voir, la perspective va être complètement différente. Au lieu de subir l'échec, tu vas le prendre comme un tremplin pour OK, what's next? C'est quoi le prochain step que je dois aller? Donc, prochain épisode, on va parler de l'ego et pourquoi il coule plus de business que la concurrence. Donc, ciao guys!